Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast au cœur de la profession infirmière by La Source. Je m'appelle Anouk, je suis en 2e année de bachelor à La Source et grâce à ce podcast, j'espère vous donner envie de devenir infirmière ou vous donner le maximum d'outils pour votre avenir professionnel. Répondre à toutes ces questions qu'on se pose à travers le partage d'expériences de nos pairs déjà en activité ou des différentes professions qui gravitent dans le domaine des soins. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous présente Joëlle, infirmière au service d'oncologie du CHUV et détentrice d'un CAS en évaluation clinique. Salut Joëlle. Oui, salut. Anouk, comment tu vas? Ça va et toi? Oui. Super. Merci. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Donc là, on va parler de ton expérience professionnelle dans le contexte de l'oncologie. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as étudié les soins infirmiers? Alors moi, j'ai étudié les soins infirmiers à l'école de La Source. Et de quelle année à quelle année? 2012 à 2015, sauf erreur. Donc ça fait 10 ans. Exactement, j'ai fêté les 10 ans d'ailleurs cette année. T'as eu les jubilaires cette année? Non, cette année, ça viendra. Ouais. Okay, je l'ai eu dans mon établissement du coup, mais... Ah, cool. Et du coup, comment t'as vécu tes études ici à La Source? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée, préparée au terrain? C'est vrai que ça me paraît déjà être des vieux souvenirs. Mais non, moi je me sentais assez bien. Après, moi j'ai quand même fait l'école sur le tard à 25 ans, donc j'étais déjà plus âgée que la moyenne des étudiants. Et puis j'avais quand même une assurance dans le milieu, vu que j'étais assistante en soins et santé communautaire et que j'ai quand même exercé déjà 2-3 ans avant dans les soins. Donc j'avais quand même une assurance et je savais où je voulais aller. Et j'avais quand même déjà un projet un peu pour la suite. Donc j'étais déjà assez bien avec ça. Et du coup, t'as l'impression que ça a été vraiment un appui pour tes études je pense que quand il y avait de la théorie, j'arrivais plus à mettre en situation, en tout cas. À faire les liens. Faire les liens. Après, je pense que c'est pas l'école d'ASC, c'est plus ma pratique que j'ai eue avant, des situations particulières au travail qui m'aidaient à faire les liens par rapport à l'enseignement et la pratique. Après, c'était aussi une autre génération d'enseignement. Du coup, tu es plutôt satisfaite de ce que La Source t'a apporté au niveau bagage pour ensuite arriver dans le monde professionnel? Ouais, je trouve qu'il y avait un gros bagage, un grand panel. Et puis après, selon le milieu dans lequel on travaille, on prend ce qui nous intéresse et selon ce dont on a besoin dans le milieu spécifique dans lequel on travaille. On exerce. Est-ce que... Alors, parce que comme je l'ai dit avant, tu travailles en service d'oncologie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'oncologie? Moi, je travaille Après, il y a plusieurs types d'unités d'oncologie. Il y a toute une unité ambulatoire où il y a, je pense, le 90% des traitements qui s'effectuent. Après, moi, je travaille... Il y a aussi l'immuno-oncologie, tout ce qui est études, etc., où il y a aussi pas mal... C'est aussi une autre variante. Et puis, moi, je travaille dans un service d'hospitalisation. Et du coup, il y a plusieurs activités, plusieurs types de patientèle. En tout cas, il y a des patients qui viennent se faire traiter... de manière hospitalière, c'est-à-dire qu'ils ont des traitements qui durent plus d'une journée et qui restent normalement plusieurs jours. Ou alors, c'est des patients qui viennent d'un autre service hospitalier, qui viennent en ambulatoire et qui retournent dans leur service parce qu'ils ne peuvent pas le faire en ambulatoire vu qu'ils sont hospitalisés. Il y a des patients qui sont traités en radiothérapie, qui sont là pour des traitements de radiothérapie, puis nous on fait tous les traitements inter-radiothérapie en lien avec les radiodermites, les problématiques que ça peut engendrer. Et les patients qui ont des traitements radioactifs aussi. Bon, du coup, juste pour spécifier, tous ces patients ont un point en commun. C'est ils ont un cancer, Ils sont atteints de cancer. Oui, ils ont tous un cancer, ouais. Voilà, exactement. Excuse-moi, c'est l'essentiel des fois nous passe... Mais parce que ça nous paraît logique. Oui, voilà. Mais oui, ils sont tous atteints d'un cancer. Et du coup, à différents stades, vous avez vraiment plusieurs stades de la maladie. Oui, puis tous les types de cancers. Enfin, on traite beaucoup de types de cancers. Après, dans le cadre de l'hospitalisation, des fois, il y a des cancers qu'on voit plus souvent parce qu'ils sont pas traités. Ils peuvent pas se traiter en ambulatoire. L'âge des patients aussi peut fluctuer aussi le besoin d'hospitalisation. Puis c'est des patients qui sont souvent chroniques, qui reviennent ou pas forcément? Alors on a des patients qui sont traités mais c'est vrai que souvent l'oncologie ça devient une maladie plutôt chronique de nos jours parce que si on a un cancer on a quand même plus de risques
d'engendrer un deuxième cancer ou alors de progresser ou des récidives de cancer. Donc on a quand même une patientèle tumeur qui est suivie sur un long cours. Généralement, en tout cas quand ils ont des traitements, ça peut durer en tout cas jusqu'à 1 année. Et ensuite, s'il y a récidive ou progression, ça peut perdurer. Okay. Et du coup, pourquoi toi, tu as choisi l'oncologie ? Comment ton parcours s'est fait pour que tu arrives en service d'oncologie ? Après, moi, j'ai toujours un attrait un peu pour les sangs pâles et l'oncologie dans le sens où c'est quand même des traitements assez aigus. Et dit traitement aigu, dit aussi temps avec le patient, au chevet du patient pour avoir un peu un temps pour le relationnel avec lui, quoi. Mais du coup, dès la fin de ton diplôme, tu as directement été engagée en oncologie. Tu savais que tu voulais faire ça ? Non, j'ai fait d'abord 2 ans de pool, mais je savais que je voulais aller en oncologie. J'avais postulé et puis à ce moment-là, il n'y avait pas de poste disponible. Du coup, ils m'avaient demandé de faire... avant que c'était bien pour eux s'ils engageaient de toute manière d'avoir une expérience antérieure en médecine, par exemple. Okay. Et vu que j'étais déjà au pool j'étais déjà au pool vu que j'étais à SCC avant, et j'étais engagée au pool pendant 2 ans au CHUV, et puis j'ai fait beaucoup de médecine, et puis après j'ai fait un remplacement en oncologie et puis m'engager. Et puis du coup, comme tu disais, l'oncologie, ton attrait principal, c'était la relation patient. Ouais, il y a la relation patient, il y a quand même l'attrait aussi pour les soins techniques. Il y a aussi des situations qui peuvent être aiguës et complexes, et c'est une super équipe. Ok. C'est très important. Mais c'est un argument. C'est une équipe hyper bienveillante, on est bien accueillis, très bien entourés et soutenus. Et c'est vrai que c'est assez essentiel dans ce genre de milieu. Ça donne confiance, on est à l'aise, la hiérarchie aussi est bienveillante, et puis on est à l'aise, et si on fait on n'a pas peur de faire une erreur, parce qu'on sait que si on fait une erreur, on sera soutenu par la hiérarchie aussi, sans être jugé. C'est un gros plus. Oui, il n'y a pas de crainte. Et du coup, est-ce qu'il existe une formation, une spécialisation en oncologie ? Alors, il y a un CAS et un DAS en onco-soins pâles. Puis après, il y a des formations internes dans le cadre de l'oncologie. Okay. Et toi, du coup, tu as fait cette formation interne d'oncologie ? Il y a plusieurs formations qu'on doit faire lorsqu'on travaille dans l'oncologie, ouais. Et puis, du coup, ça, tu me disais, ça porte sur les différents traitements qui peuvent être envisagés, les techniques de soins et ce genre de choses qui sont spécialistes. Ouais, après, il y a des formations. Il y a des formations, c'est sur tout ce qui est cytotoxique, c'est les chimiothérapies, sur ce qui peut être des extravasations, vu que c'est des chimiothérapies qui peuvent être nécrosantes pour les tissus, etc. Comment agir, comment réagir, et puis les protocoles. Tout ce qui est radioprotection par rapport aux radiothérapies. Et ça fait longtemps que je les ai faites, j'ai un peu oublié. Après, il y a des formations un peu bateau que dans tous les services on fait également. Et puis, du coup, est-ce que tu peux nous décrire ton poste, nous faire une espèce de journée type dans ta peau au travail d'infirmière, quoi. Du coup, une journée type au travail, on commence à 7h, on a le rapport, ça dure une demi-heure à peu près. On prend les informations nécessaires, on se répartit les patients entre les collègues. Et puis ensuite, on regarde selon nos patients qu'est-ce qu'on a à faire pour la journée. On s'organise avec l'aide-soignant ou la SCC avec qui on travaille. Et puis on prépare notre tournée du matin, c'est-à-dire médicaments, soins aux patients. Et puis on réfléchit aux surveillances spécifiques à faire auprès du patient, selon leurs problématiques de santé actuelles. Donc vous travaillez en binôme avec une ASCC ou une aide-soignante ? Alors, c'est pas des vrais binômes, parce que nous on est 6 infirmières pour 2 à 4 aides-soignants ASCC selon les jours. Ouais. Okay. Donc avec la personne avec qui on a quand même une personne de référence en tout cas. On n'a qu'une personne de référence. Okay. C'est plutôt les aides-soignants qui ont beaucoup de références différentes. Ouais. Okay. C'est plus difficile pour eux. Et puis du coup, dans ce service, vous êtes amené du coup à administrer des traitements type chimiothérapie, etc. ou ils vont en ambulatoire dans d'autres services spécialisés ? Non, alors on fait les chimiothérapies. Les patients qui sont chez nous, s'ils sont chez nous, on fait la chimiothérapie chez nous. Vous faites vraiment l'entièreté de la prise en charge ? Oui. Ouais. Après, non, en ambulatoire, c'est les gens qui sont à la maison qui vont en ambulatoire et qui rentrent chez eux.
Après, nous, si on fait une prise en charge ambulatoire, c'est que les patients sont hospitalisés, par exemple, en médecine, ou soins palliatifs, ou peu importe. Ok. Et là, ils viennent de manière ambulatoire, et puis nous, on octroie les chimiothérapies aux patients. Ok. Et puis, c'est vrai que les journées, elles sont assez particulières. C'est jamais la même chose, parce qu'il y a des entrées, des gens qui sont ambulatoires, des gens qui sont hospitalisés. Donc, c'est vraiment d'une journée à l'autre, c'est très, très différent, l'organisation. Mais après, il y a la tournée du midi, la tournée du soir, et puis entre deux, on a des entrées qui arrivent, des traitements à préparer, la visite médicale entre 10h et 11h. Et puis, il y a une contre-visite dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ouais. Ok. Et puis du coup, tu nous parlais d'une deuxième casquette. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Ouais, alors j'en ai deux autres. Je remplace l'infirmier chef avec d'autres collègues. On est plusieurs à faire ça. Et la deuxième, c'est que je fais des coaching cardio-respiratoires dans le cadre d'un projet institutionnel dans l'établissement dans lequel je travaille. Et le projet, je coach des collègues dans le but d'améliorer les pratiques et la sécurité aux patients par ce biais-là, ce qui est l'évaluation clinique. Ok. Oui, parce que du coup, t'es en train de finir un CAS en évaluation clinique. Qu'est-ce qui a motivé à faire ce CAS? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'était aussi pour, je cherche le mot, c'est pour quittancer un peu ma pratique ma casquette de coach cardio-respiratoire envers mes collègues, c'est pour aussi légitimiser tout ça. Et puis, c'est aussi mon intérêt par rapport aux patients, et puis améliorer aussi ma pratique envers les patients, la sécurité pour les patients, puis moi-même, en même temps, en étant plus aguerrie et plus pointue dans mon évaluation, je suis aussi beaucoup plus alerte, beaucoup plus à l'aise. Et du coup, moi, je me sens mieux aussi dans mes baskets d'infirmière, avec davantage de connaissances. Mais c'est venu de toi ou c'est l'institution qui t'a proposé cette formation? Alors, en vrai, moi, j'y avais pensé, mais comme il y a quelqu'un dans mon équipe qui l'avait déjà, okay. J'ai même pas pensé à demander, je me suis dit, ils vont pas former deux personnes dans le même CAS, dans la même équipe. Et en fait, ça m'est un peu tombé dessus et j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, tu veux faire ce CAS? J'ai dit, oui, évidemment. Ouais. Puis ils savaient que je voulais faire des formations, que je voulais un peu évoluer dans ce sens-là, donc ça tombait super bien. Ok. Et du coup, ce CAS, il te plaît? Parce que tu le fais ici à la source aussi, oui. sauf erreur. Ouais. Et il te plaît? Tu le trouves comment? Après, c'est toujours des études, hein, donc il y a un côté positif. Après, ça demande quand même du travail, donc il y a des moments où on n'a pas trop envie de s'y mettre, mais on s'y met quand même. Puis, en fin de compte, on est content de l'avoir fait parce que on est toujours dans l'apprentissage et puis ça permet vraiment d'évoluer dans la pratique. Et puis moi, je le vois dans mes soins quotidiens où j'ai vraiment une évolution dans ma prise en charge des patients avec une réflexion plus poussée et plus pertinente. Et du coup, ça te valorise en quelque sorte? Oui, ça me revalorise par rapport à moi-même surtout. Et puis, je pense que le patient il comprend mieux aussi ce que je fais, mon rôle. Et puis, les médecins, il y a une meilleure communication. Puis, ils ont, je pense, davantage confiance et ils sont plus alertes aussi à mes commentaires. La durée de ce CAS, c'est 18 mois, c'est ça? Ouais, c'est assez long. J'ai commencé en janvier l'année dernière, 2024, et je finis en juillet 2025. Ouais, un an et demi à peu près. Et du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier d'infirmière, en général, ou alors d'infirmière dans le secteur de l'oncologie? C'est toi qui sais si... Oui, j'ai pas très bien compris la question. Qu'est-ce que je préfère dans ton métier? Dans mon métier d'infirmière? Ouais, dans ta réalité d'infirmière. Dans ma réalité? Bon, après, moi, j'adore mon métier, mais c'est vrai que je trouve ça super bien, c'est de varier, parce qu'il y a un moment donné, j'étais tout le temps dans les soins, et même que j'étais à 80%, j'étais vraiment un peu éreintée, épuisée, et puis il y a une fatigue compassionnelle aussi qui se met en place, et puis aussi il y a toujours, comme dans toutes les équipes, des femmes enceintes, de l'absentéisme de temps à autre, et puis une clientèle qui augmente toujours, et puis des fois c'est fatigant, puis on est fatigué, puis de toujours faire la même chose, j'étais très très fatiguée, puis c'est là où petit à petit j'ai commencé à varier ma pratique, puis avec ça, ça me donne un bon équilibre, où je sors un peu des soins, je fais un peu plutôt de management, quand je remplace le chef, un petit peu de coaching, et puis dans les soins, j'ai toujours beaucoup de plaisir comme ça, j'arrive à garder ce plaisir en variant. Donc c'est la polyvalence que ça t'offre au final, exactement. Ce qui te plaît. Ouais. Ok.
Et du coup, qu'est-ce que sont les principales difficultés que tu vois au quotidien dans ce métier? Alors, comme je vous disais avant, je pense d'être à 100% dans les soins, moi, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué émotionnellement, dans la fatigue, la routine. Et puis, moi, je pense épuisée, mais même pas forcément, pas du tout dans le type burn-out, mais vraiment un peu dans cette fatigue compassionnelle, de voir tout le temps les patients en souffrance, d'être toujours au service des gens. En plus, je suis maman, donc j'étais au service des gens à la maison, donc j'étais au service de mes enfants, plus au service des patients. J'ai l'impression que c'était sans fin, quoi. J'étais éreinte et j'en pouvais plus. Ok. Mais j'ai pas eu besoin d'arrêter de travailler ni rien du tout. C'est juste qu'après, j'ai trouvé des stratégies avec ma hiérarchie pour améliorer mon quotidien. Justement, je rebondis un peu sur ce que tu dis par rapport à la souffrance émotionnelle auquel tu fais face au quotidien, parce qu'alors on sait qu'il y en a beaucoup auprès de nos patients en général dans les soins. Généralement, quand on a besoin de soins, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense encore plus particulièrement quand on a un diagnostic de cancer, comme les patients dont tu t'occupes. Comment tu fais pour gérer cette souffrance émotionnelle dans laquelle sont tes patients au quotidien? Et comment tu fais pour te décharger aussi de ça et de cette souffrance qui ne t'appartient pas au final? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Est-ce que c'est... Ou pas oui, forcément? après, je pense, ouais, on a toujours tous chacun ses stratégies pour le bien-être. Moi, je fais pas mal de sport. Quand je pars du travail, j'arrive vite à passer à autre chose. Après, moi, je suis dans les soins depuis que j'ai 15 ans, donc j'ai quand même une espèce de choses pas innées, mais comme j'ai commencé tellement tôt, j'ai grandi avec ça et j'ai trouvé des stratégies, je pense, sans même me rendre compte, pour stopper le travail quand j'en sors. Après, c'est assez rare, moi, que j'ai des situations qui me courent vraiment, vraiment après. Mais après, je trouve, même si on entend oncologie, les gens, ils pensent au désespoir, la mort, etc. Mais en vrai, moi, ce que je vois au quotidien, alors bien sûr, il y a de la souffrance, il y a parfois aussi des fins de vie, des traitements qui fonctionnent pas, mais il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, ils sont dans l'espoir, ils se voient au bout du traitement et puis guéris. Donc, ils sont vraiment dans cette phase plutôt positive quand ils sont traités chez nous. Ok. C'est assez aussi motivant. Et je pense que c'est intéressant de le dire aussi, parce que je pense que beaucoup de gens ont la connotation que ça pourrait être un service du coup plutôt triste, plutôt dans le négatif, alors que tu nous décris quelque chose de pas totalement pas comme ça, non. quoi. Ouais. Non, et puis ils sont très combatifs aussi. C'est des conquérants, quoi. Ils sont prêts à se battre. Ouais, très souvent, c'est ça. Okay. Ils font preuve de beaucoup de courage. Puis nous, on est là pour les accompagner dans les phases difficiles des traitements de chimiothérapie qui sont quand même difficiles des fois à supporter, même très souvent. Est-ce que vous avez aussi ce rôle, comme les soins palliatifs, de traitement des symptômes, des symptômes associés soit au traitement, soit à la maladie oncologique directement? Je pense qu'on a d'autres échelles. Ok. Ouais, nous, on a d'autres échelles. On a un thermomètre des difficultés, c'est vraiment propre à l'oncologie, où là, il y a tout plein d'items qu'on n'aborde pas forcément dans une première évaluation, mais quand il y a des premières cures, on donne cette feuille, puis en fait les gens ils évaluent si c'est un problème ou pas un problème, puis après il y a un thermomètre global, ils doivent évaluer sur le thermomètre de manière globale comment ils se sentent par rapport à l'annonce du cancer, la situation, et puis ces items, c'est ça qui nous permet un peu de travailler des choses que peut-être on n'aurait pas abordées ou qu'eux ils n'ont pas pensé aborder avec les soignants, par exemple, tout ce qui est l'aspect financier, social, sexualité aussi. Enfin, il y a pas mal de sujets qui sont abordés par ce biais-là et qu'on n'aurait pas forcément abordé dans un autre contexte. En tout cas, pas tout de suite. Du coup, vous faites quand même pas mal d'éducation thérapeutique patient au final. Ouais, finalement, on en fait beaucoup, surtout lors des premières cures. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a ces enseignements avec ces thermomètres de difficulté, mais après, il y a aussi toutes les recommandations par rapport au traitement, au domicile, comment réagir selon les symptômes, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, aller au soleil, pas aller au soleil. Même il y a des gens qui se posent des questions sur le supermarché. Est-ce que j'ose aller dans un supermarché si je suis immunosupprimée? Enfin, voilà. Du coup, on accompagne tout ça. Et du coup, vous avez aussi des patients de tout âge? Oui, vraiment. Je pense qu'on a vraiment un service. On peut avoir des gens très jeunes, parce que souvent, en plus, les gens très jeunes, ils ont des traitements assez lourds. Et ce qui fait qu'ils ont besoin d'une hospitalisation, c'est des traitements sur plusieurs jours. Donc, on a vraiment une patientèle qui peut aller de 17 ans
jusqu'à, je pense, 90 ans, j'exagère un peu, mais je pense que ça arrive encore. Il y a des gens en bonne santé à 90 ans qui ont encore des traitements de radiothérapie ou des traitements de chimiothérapie vraiment légers, on va dire. Mais du coup, c'est un service qui est super varié. Oui. Autant dans la population qu'elle l'accueille que dans les soins que vous faites. Oui. Du coup. Oui, on a vraiment 3 types de traitements différents. Et puis, chaque chimiothérapie est différente, avec des effets secondaires différents, des surveillances différentes. Bon, après, quand on a l'habitude, c'est un peu une routine, hein. Comme chaque spécialité. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez varié. Après, même les radiothérapies, ça peut être une radiothérapie au niveau rectal, comme ça peut être la radiothérapie au niveau digestif, ou non, ORL, où là, c'est vraiment, il y a beaucoup de surveillance, beaucoup de sang en lien avec les brûlures internes, externes, ORL. Et du coup, toi, est-ce que tu as des volontés pour ton avenir professionnel ? Comment tu te vois dans quelques années Ben, moi, je me vois un peu continuer comme ça. J'ai toujours une trajectoire un peu où j'essaie d'aller de pas en pas. Alors là, je fais mon casque. Je sais que je l'ai bientôt fini. Alors, j'essaie de me demander qu'est-ce qui serait bien pour moi que je fasse par la suite. Et ce sera les prochaines discussions, justement, avec mes chefs. Mais j'ai la peine à me projeter. Après, c'est toujours aussi le monde des soins actuellement. Enfin, avec le Covid, il y a eu pas mal de déficits. Et puis, du coup, maintenant, les formations ne sont pas données à tout va. Donc, il faut trouver un sens à la formation, puis qu'elle puisse être mise en place. Et puis, ce qui est aussi assez logique, finalement, c'est trouver aussi la formation qui m'intéresse et puis qui ait du sens, puis qu'elle puisse être mise en place dans le service. Parce que c'est pour me former, pour me former, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Et puis là, du coup, avec ton CAS en évaluation clinique, ça va changer quoi dans ton rôle propre dans les soins ? Est-ce que tu vas avoir d'autant plus un poste de coaching auprès de tes collègues en lien avec l'évaluation clinique ? Est-ce que tu disais qu'il y avait une autre collègue qui avait cette formation aussi ? Est-ce que son rôle, à elle, il est différent d'une infirmière sans cette formation dans le service ? Je pense qu'on a quand même un rôle un peu différent dans le sens où on fait ces coachings déjà qui sont prévus, décidés à l'avance, etc. Puis là, par exemple, elle, c'est surtout elle qui a beaucoup fait parce que moi, j'étais pas là à ce moment-là. Elle a fabriqué une formation. On va donner une formation sur l'évaluation neurologique dans le cadre d'une formation interne à l'unité. Et l'objectif, après, c'est ça qu'on va aussi discuter avec nos chefs, c'est le temps qu'on a à disposition pour ça. Pour créer les formations, puis de quelle manière on peut enseigner aussi à nos collègues l'évaluation clinique pour améliorer les pratiques dans notre domaine. Ouais, donc ce rôle de formateur qui va grandir au final avec ce CAS que tu auras au mois de juillet. Quoi. Après, c'est aussi mes espérances, hein. C'est aussi à voir, après selon les visions aussi La hiérarchie. La hiérarchie de l'établissement au total. Je pense que ça va être bien dans la visée. Après, il y a toujours les moyens financiers. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pas ? Je pense que c'est des questions qui ne m'appartiennent plus. Du coup, je vais demander, on va regarder et puis on fera au mieux. Si tu peux avoir un poste sur mesure. Oui. Ok. Et puis, du coup, pour terminer, si tu devais donner un conseil à un étudiant, comme moi ou comme d'autres, ou alors un jeune professionnel là, qui se lance dans les soins, tu leur dirais quoi ? Ce que je pourrais proposer, ce serait peut-être de toujours trouver un sens à ce qu'on fait, l'intention aussi, quand on fait quelque chose, toujours qu'il y ait une intention derrière, et puis d'être vraiment, de se sentir bien dans l'endroit où on est, être bien entouré, et puis suivre aussi ses envies et ses attraits pour lesquels on est dans le métier, puis peut-être choisir la discipline qui nous convient. Puis si on est à un endroit, ça veut pas dire qu'on pas bien à un endroit, ça veut pas dire qu'on sera pas bien à un autre. Enfin, des fois, il faut un peu se chercher jusqu'à ce qu'on trouve un peu sa voie. Au final, savoir s'écouter. Voilà, apprendre à se connaître et voilà. Super. Merci beaucoup pour cet échange. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anouk, au plaisir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'épisode et à nous partager vos envies pour des épisodes à venir. À bientôt.